Bon, on reprend, on poursuit plutôt Brahms-Kélian. Alors, pour résumer ce qu'on a fait la dernière fois, on a fait une lecture des deux premiers poèmes de l'ouvrage qui s'appelle donc Les rêveries crépusculaires de Charlie Anne-Bouchner. Et j'avais essayé de mettre en évidence ce que j'ai appelé une poétique de l'indéterminé. Une poétique de l'indéterminé. Et donc, l'indéterminé, au sens où chez Kélian, il y a, dans ce qu'il disait, c'est que ce qu'il aimait dans le cas du crépuscule, c'était le fait que c'est le moment où les objets, la nature, devenait illimité, infini, les contours des objets se perdaient, ou les bordures s'absentaient. Ensuite, il y avait, on peut dire, une sorte d'effacement des limites des mondes extérieurs et intérieurs. Cela veut dire que, dans le cas d'un, ce qu'on voit, qui nous est parfois présenté comme une sorte de paysage extérieur, en fait, il s'agit également d'une sorte de paysage intérieur. C'est la raison pour laquelle on peut parler du flou comme une sorte de catégorie poétique. Le flou s'opposant à tout ce qui est beaucoup trop tranché, beaucoup trop mis en relief, et le flou, l'imprécis, ça renvoie un peu à l'art poétique de Verlaine, n'est-ce pas? L'art poétique de Verlaine dit en gros de la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, et ça continue dans le sens où, quand il dit où l'imprécis au précis se joint, sans que rien ne pèse ni pose, n'est-ce pas? Il y a ce poème de Verlaine, je reprends, de la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair. L'impair, ça a de l'importance dans la poésie française, dans la mesure où l'impair, c'est les vers impairs, 9, 11, 13, alors qu'en arménien, ça n'a vraiment pas de sens, puisque l'impair ou pair en arménien, c'est des sortes de genres de vers courants. Alors, et il continue, plus vague et plus soluble dans l'air. Alors, la notion de la vague, sans rien en lui qui pèse et qui pose. Pèse le poids des choses, et puis la pose, c'est-à-dire un peu une attitude beaucoup trop explicite, beaucoup trop manifeste. Il faut aussi que tu n'ailles point choisir tes mots sans quelque méprise. Rien de plus cher que la chanson grise, où l'indécis au précis se joint. Autrement, vous voyez là, l'indécis et le précis se joignent. Alors, on ne va pas faire une lecture. Alors, quand par exemple il continue, il dit « Car nous voulons la nuance, encore, pas la couleur. Rien que la nuance. Or, la nuance seule fiance le rêve au rêve et la flûte au corps. » J'arrête, si vous voulez. Ce qui est intéressant. Évidemment, ce texte Verlaine, à un côté, n'était pas vraiment un enseignement. En fait, Verlaine a fait ce texte un peu avec une certaine ironie. À l'époque, donc le texte date de 1885, il y avait beaucoup de jeunes gens qui auraient voulu qu'un poète comme Verlaine donne
son poétique. Et puis bon, il a dit voilà, je vais faire quelque chose sans que ça ait de grandes conséquences. Mais évidemment, je crois qu'il s'est fait prendre au piège parce qu'il a quand même donné un certain nombre de points intéressants concernant la poésie telle qu'il concevait. Alors, il y a cette esthétique du flou, de ce qui est vague et de l'imprécis, mais en même temps lié au précis. Chez Therrien, ce précis, c'est évidemment la rigueur de la versification, la rigueur de la forme. Un autre point important, je vous ai déjà dit que chez Therrien et la plupart des poètes qu'on dit parfois symbolistes, en général, il y a fort peu de symboles. Le symbole, même quand vous trouvez dans ces poèmes des mots en majuscules, comme par exemple hier, Beşiktaşyan, quand il parlait de Hazar Butun avec un grand A, ou bien il parlait, il y avait le terme de Hazar, ou même Haïdénique, chaque fois il y a une volonté de personnification et même, je dirais, d'allégoriser. Hier, je n'ai pas parlé de ce poème de Beşiktaşyan. En fait, on a l'impression qu'il s'agissait, la figure de la femme, c'était une allégorie. Une allégorie. Alors, quelle différence entre symbole et allégorie? Car dans la poésie symboliste, on peut avoir à la fois l'un et l'autre. Et souvent, même chez les théoriciens du symbolisme, il y a non pas une confusion, mais une volonté de les distinguer. Alors, le symbole, c'est une image, en principe, dont l'idée, dont la pensée est imprécise, suggérée. Autrement dit, on ne peut pas formuler la pensée véhiculée par le symbole. Donc, dans le cas du symbole, on va de la chose à l'idée. On ne peut pas vraiment dire que c'est une idée dans la mesure où c'est justement indéterminé. Alors que dans le cas de l'allégorie, le poète part de l'idée à laquelle il donne un corps. Et très souvent, on trouve des allégories, notamment chez Baudelaire, quand il parle de le passé, avec majuscule, le regret, avec R majuscule, le remords, avec... Nous avons là des allégories. Même si ces allégories ne sont pas trop, comment dirais-je, trop visuellement perceptibles comme image. En tout cas, souvent l'allégorie a mauvaise presse, évidemment, puisqu'on pense que le poète a l'idée, il va aller chercher l'image qui soit la plus adaptée à l'expression de cette idée. Dans la poésie arménienne traditionnelle, il y a l'utilisation de l'allégorie, notamment chez Grégoire de Narek. Quand Grégoire de Narek nous décrit le chariot descendant du mont Massis, évidemment, quand il décrit ce chariot, chaque élément, on a l'impression qu'il est en train de rendre visuel ou qu'il représente un événement ou un moment qu'il aurait vu un jour, mais en fait, très vite, dans la deuxième partie du poème, eh bien, il nous dit, eh bien, sous le chariot, il y avait quelqu'un qui était assis, c'est le Christ. Les 4 roues sont les 4 évangélistes.
Et les fleurs que ces évangélistes ou le chariot amènent, eh bien, ces fleurs ont toutes une signification allégorique. C'est dire que ce que nous voyons comme une sorte de déploiement d'un chariot dans l'espace est en même temps une allégorie. L'allégorie, en fait, ça renvoie à une image, une allégorie de la divinité chez Ézéchiel. N'est-ce pas? C'est une image reprise de chez Ézéchiel. L'important, c'est que si Grégoire de Narek n'avait pas pris la peine de dire dans la deuxième partie du poème qu'il s'agit d'une allégorie, et que A, c'est B, A veut dire ceci, B veut dire ceci, C veut dire cela, évidemment, autrement dit, il traduit chaque élément qui est une image dans un langage abstrait. Évidemment, si lui, il n'avait pas parlé, justement, il n'avait pas fait cette traduction, on aurait cru qu'il s'agit d'un simple chariot. Mais, justement, pour le poète, l'allégorie, pour qu'elle soit perceptible, il faut qu'elle soit avouée. Sinon, il est extrêmement difficile de savoir ce qu'elle veut dire. Autrement dit, alors revenons donc, entre le symbole et l'allégorie, il y a ressemblance, mais en même temps, il y a une très grande différence. Le symbole part du physique, du sensible, pour donner corps à des pensées plus ou moins indéterminées, alors que l'allégorie part d'une idée précise pour aller vers le sensible et donner corps à cette idée abstraite. Donc les deux s'opposent, on peut dire, dans leur point de départ et dans leur point d'aboutissement. Mais tous les deux sont des langages seconds, autrement, des éléments du langage second. Autrement dit, quand vous lisez un texte, quand il s'agit d'un symbole, ça renvoie à une idée derrière, n'est-ce pas? Et c'est la même chose pour l'allégorie. La littérature utilise ce genre de figure, la poésie, bien entendu, pour rendre sensible des idées abstraites, n'est-ce pas? Car la littérature, c'est le domaine de l'image, du sensible, du rythme. La littérature, ce n'est pas le lieu où on exprime des systèmes d'idées, n'est-ce pas? Donc, c'est le propre du littéraire, c'est justement de parler, je dirais, du physique et du sensible, et non pas de la métaphysique. Métaphysique, ça veut dire au-delà de la physique. Alors, je dis cela pour que vous compreniez dans quelle mesure le symbolisme se trouve lié à une vision traditionnelle, je dirais, du langage second. Un langage second veut dire un langage qui fonctionne à deux niveaux. Le niveau de la perception du sensible et un niveau second qui renvoie à un ensemble d'idées, de pensées plus ou moins cohérents. Alors, mais évidemment, chez Terrien, et comme d'autres poètes symbolistes, il y a néanmoins parfois des symboles. Les symboles, alors on trouve cela dans un des textes de Terrien qui s'appelle Carrousel. Carrousel, alors prenez chacun un exemplaire de ce texte. Je garde un parce que je n'ai pas d'autres. Donc il y en a pour tout le monde.
Alors, Carrousel se trouve dans les deux versions, c'est-à-dire dans la première, dans Mutterscharia Muchner et dans Parenthèse. Et ce carrousel, eh ben, c'est un carrousel. Ça renvoie implicitement, je dirais, à un poème de Paul Verlaine, également, qui s'appelle Beaux cheveux de bois. Tournez, tournez, beaux cheveux de bois. C'est un recueil de Verlaine publié en 1873, si je me trompe. Bon, mais prenons le poème Carrousel tel que Terjan nous propose. Il y a d'abord une construction extrêmement rigoureuse qu'il faut mettre en évidence dans la mesure où il y a un refrain et puis chaque fois le refrain est suivi de deux strophes, de quatre évidemment vers, et chaque vers comprend trois membres de 3 syllabes. Ce qui fait que le vers est formé de 9 syllabes avec 3 membres. Batatvir, carrousel, yesko yek, varut, losel. Il suffit de prendre batatvir, carrousel. C'est important, le rythme ternaire. Et en général, on appelle ça, chaque membre, c'est ce qu'on appelle des anabestes. C'est un type de membre assez connu où l'accent tombe sur la 3e syllabe. Ce type de vers était connu dans la poésie traditionnelle, notamment chez Nerses Sonorali, mais Terjan reprend et puis développe. Elle lui donne une plus grande ampleur puisqu'il va écrire plusieurs poèmes sur ce modèle. On a déjà vu la dernière fois le poème qui s'appelait Moranal, Lamenu, Jamenu, Moranal. Vous avez là 3 régulièrement. Alors, ce carrousel est un poème bien structuré, 2 vers de refrain, 2 strophes qui suivent, et puis le refrain revient. Et ça donne parfois comme une sorte de chanson. Alors, c'est écrit à la 2e personne, puisque le poète, disons, le poète adresse la parole, on a l'impression, au carrousel. Carrousel, Batatvir, carrousel, yesko, varut, semlesel, tourne, Batatvir, en armée orientale veut dire tourner, tourne, carrousel, ta chanson, depuis longtemps, j'ai entendu. Alors, je traduis littéralement, dans l'ordre des mots. Varut, depuis longtemps, le sel aime le sel. Première strophe et 2e strophe, Rekiater. C'était un conte de fait. Voilà un mot difficile à traduire puisque ça peut être Hamayel, ça veut dire attirer avec une connotation presque magique. C'était un conte. On peut aussi traduire par émerveillement, mais c'est beaucoup trop long.
Yep, Anzir Hamtutiun. Alors, en jambon, Anzir Hamtutiun jouera illimité. Anzir, c'est orbite. Anzir, qui n'a pas d'orbite, ça veut dire qu'il est sans limite. Et Anzir Hamtutiun, Mashushum Bartakuin, dans le brouillard rose. Tout n'encode qu'un soutien jebdatsir. Toi, tu as souri d'un sourire n'encode, n'enkel. N'enkel, c'est pour dire tramer une n'encode qui renvoie à une sorte d'apparence, ou dire un complot par exemple, n'importe renvoie à un sourire ambigu. Kankshutiam, tu as souri avec une douceur ambiguë. Arevot je bidon imbrocum à mon âme au sourire ensoleillé. Donc il y a une opposition entre l'âme de celui qui dit je et le sourire plutôt caché, enfin qui cache quelque chose, qui ourdit, qui trame un complot, qui est celui de la personne d'en face. Nous ne savons pas qui est la personne d'en face. Donc, indétermination de cette deuxième personne, alors que le jeu peut sembler compréhensible. On peut dire que c'est le poète. En général, le jeu poétique dans la poésie lyrique se fait toujours à la première personne, et le jeu s'identifie, donc on l'identifie plutôt à la personne du poète. Bien sûr, la théorie littéraire a essayé de dépasser cette question qu'on pose en général sur un plan assez primaire et primitif, et on dit c'est le sujet lyrique. Quand on dit le sujet lyrique, c'est le jeu qui apparaît dans un poème. On parle même, par la théorie russe, on parle de héros lyrique. Je ne suis pas très favorable à l'emploi de ce héros lyrique, à moins de n'y voir que le lieu, ce je qui parle dans un poème. C'est pourquoi, en général, je dis soit je, c'est le moi, soit la personne qui dit moi, la voix qui s'énonce à la première personne. Alors, il y a le deuxième strophe, Silochosk, Yevrampul, Yevrostum, parole d'amour, et baiser, et promesse. Je signale comment ces substantifs sont indéterminés, c'est-à-dire n'entrent pas dans une phrase avec un verbe. Silochosk, Yevrampul, Yevrostum. En fait, ce sont des choses qui concernent en général l'état amoureux. Arpetzek aisanush hamerkum. Enivrez-vous, arpenal. Arpenal, enivrez. Arpil, c'est pas pareil. Il y a deux arpel avec un pur, c'est le soleil. Arpi, le nom arpi, c'est soleil. Arpenal, avec peine, veut dire enivré. Il y a parfois l'adjectif arpun. Arpun, il y a arpenal, arpenal, arpun, par exemple, et il y a arpi. Arpi renvoie à rêve, à l'écart, etc. Le prénom? Oui. Sur le soleil. Alors, arpun, arpenal, arp. Et arpun, c'est. Arpun, ivre. Ivre. Mais à la manière occidentale, arpenal,
a un sens plus moral que physique. En harmonie occidentale, c'est kinovna plutôt. Alors qu'Arpenal renvoie une sorte d'enthousiasme. Nos parents ils disaient, il me semble, Harpad, je donnais celui-là. Harpad, on a qu'un Harpad avec un pause. Voilà, Mais c'est la même. Harpad. C'est ça? Oui. Harpad. D'accord. Ce he, enlever le he, Oui. vous avez quand même la racine arpena. Arpetutun, par exemple, dans un poème de Misak Mezarent, le poète dit In charpetutiam. Alors, le poème commence par ça. Ça veut dire avec quel on ne peut pas parler d'ivresse, n'est-ce pas? Ou c'est la plénitude que provoque un état chez un poète. Oui, mais l'autre il dit c'est la jeunesse est une ivresse sans vin. Mais le vin, justement, le vin est un produit qui provoque, mais évidemment, chez les symbolistes, il y a d'autres drogues que le vin. Mais le poète ne parle pas ici de drogue. Si le roi qui est en cours, qui est prostune, enivrez-vous dans Hamet, dans ce concert à mouche, dans ce doux concert, moi je veux dire agréable. Alors, Hamet, alors cette fois avec un tiret. Cette phrase, ce vers avec un tiret, on a l'impression qu'il y a à l'extérieur quelqu'un qui crie enivrez-vous dans ce concert, n'est-ce pas? Cette phrase coupe le développement lyrique du texte en introduisant une voix différente venant de l'extérieur. Adiokmenk teroskernen sedum esnu, ou les paroles qui mentent. Alors, c'est important parce que là apparaît la question du mensonge et de la vérité. Et même quand nous parlons, est-ce que ce que nous disons, est-ce que nous sommes maîtres de ce que nous disons? Il se peut que nous faisions des promesses, des aveux, toutes sortes de discours qui, en fait, ne sont pas des discours maîtrisés. Et donc qui finissent par apparaître comme des mensonges. Alors, c'est important, il y a impossibilité à distinguer entre vérité et mensonge quand il s'agit surtout d'une situation amoureuse. Atokmek te ashram meyekum. Est-ce nous qui chantons ou c'est le monde? Atokmek te ashram meyekum. Petite ville, carrousel, escoyette, varoutsel, losel, refrain. N'est-ce pas? Avec, c'est le même mot, introduisant la monotonie. Hein? Le refrain, reprise à l'identique, va finir par imposer une monotonie, la monotonie qui renvoie justement à ce tournoiement à l'identique. Nous sommes dans le monde du même, dans lequel les choses qui apparaissent paraissent différentes, mais en fait c'est toujours le même qui revient. C'est le titre de votre livre, du même à l'autre. Non, ah oui, mon ouvrage, oui, mais c'est différent, mon cher Ray, c'est différent quand même, puisque mon livre implique qu'il y ait une différence, et cette différence est due à l'apparition de l'autre, de autrui français. Ici, nous sommes dans un monde poétique où les positions ne sont pas définies, et c'est la raison pour laquelle chaque fois le poète pose la question: est-ce nous qui mentons, ou ce sont les paroles qui mentent? Quand vous posez une question comme ça, évidemment, vous avez
Vous êtes dans l'espace du doute, n'est-ce pas? Quand les mots parlent à votre place, c'est qu'ils ont pris une grande liberté par rapport au sujet qui parle. Et d'ailleurs, c'est une expérience assez connue, notamment dans la littérature depuis l'existentialisme, où le langage est devenu quelque chose qui fonctionne à lui tout seul, sans que le sujet puisse intervenir. Donc cette sorte de langage impersonnel, et d'ailleurs réfléchissons. Quand nous parlons dans la vie courante des questions qui nous intéressent très souvent, nous ne définissons pas ni les termes, ni les concepts, nous employons du connu. Et on a très souvent l'impression de défendre des positions très personnelles, mais en fait c'est des lieux communs. Et les mots qu'on emploie, on a l'impression que c'est les mots eux-mêmes qui parlent à notre place. Nous, on est absent du langage. L'homme est absent du langage et c'est le langage qui fonctionne à lui tout seul, surtout dans un monde tel qui nous entoure. Et je ne veux pas vous parler non plus d'Internet et d'autres moyens de communication, où précisément c'est le triomphe du langage commun. Alors, petite fille, carrousel, l'escoliette, warum sind das denn? Alors, le ton change, n'est-ce pas? Alors, dans la strophe précédente, c'est des questions parfois inquiétantes au fond. Maintenant, il y a l'évocation d'un ailleurs. L'évocation d'un ailleurs qu'on trouve déjà sous le terme générique, on peut dire exotique. Le monde d'ailleurs. Il y avait au loin un pays magique, Tovitch. Tovel, c'est attirer, ou plutôt ensorceler. Tovitch, c'est l'adjectif. Tovchagan, c'est un autre adjectif. Le verbe, le radical, c'est Tov. Et donc Tovel. Et donc Tovchagan, Tovchutium, Tovitch, et même, on verra avec la prochaine fois avec Karadalish, lui-même il présente ses poèmes comme des textes qui sont magiques. Il y a le côté magique de la parole poétique. Mais ici, évidemment, c'est un pays magique. Un pays magique à revers, c'est où il y avait du soleil. Voskeren Ashrarum, il y avait du soleil dans le monde d'or. Voskeren, en arménien, alors la finale de cet adjectif renvoie au monde qui est fait de l'or. Et donc, c'est l'or, c'est le conte, il y a évidemment un pays merveilleux comme ça, uniquement dans les contes. Arebe, alors regardez l'imparfait. Arebe, c'était un pays qui relève du passé et non pas du présent. C'est comme un pays qu'on pourrait identifier au paradis perdu. Le paradis perdu se décline toujours à l'imparfait, c'est-à-dire au passé. Shoratzin, Jabdatzin, El Chegam. Ils ont brillé, rayonné, ils ont souri. N'existe plus Badrank Nera, les Badrank, les illusions. Les illusions, Siroun, joli. Ah, regardez cet adjectif postposé, ironique. Alors, et avec quelque chose, la répétition de El Chegan qui est repris dans le deux vers suivants et qui donne un côté un peu dramatique.
c'est-à-dire nous n'avons plus d'illusions, qui étaient justement des choses qui brillaient, qui souriaient, et puis qui ont fini par ne plus exister. Yev Tachit, maintenant la strophe qui suit, c'est l'inverse, on peut dire. Yev Tachit, Yev de Dunch, Yev Danchang. Regardez les trois, toujours des verbes avec des substantifs indéterminés. Hein. Jamais il ne construit des phrases, si je puis dire, complètes, des phrases habituelles. Yev Tachit, et tristesse. Yev der Dunch, on peut traduire murmure avec l'idée de protestation implicite. Yev Danchang, souffrance, torture. Danchang, c'est souffrance en arménien oriental. En arménien occidental, ça renvoie plutôt à la torture. Non, supplice, hein, c'est supplice. Mais si je me trompe, dans la poésie symboliste, on trouve souvent l'idée de cette supplice, chez Baudelaire notamment. Une souffrance infligée à un être, et bien apparaît comme dans Jang. Tout est sein, alors regardez encore un vers entre deux tirets. Est-ce toi ou c'est le monde qui pleure? Après, Chabarir, Chapusik, Anorchang, Heravor, Oreri, Hiatum. Chabarir, impératif de Chabarel, qui veut dire enténèbre-toi. Enténébré. Chabar, c'est le ténèbre. Enténèbre-toi, Chapusik, Anorchang, rêverie éphémère, ou trompeuse, Chapusik. Je crois que c'est mieux. Trompeuse, rêverie, trompeuse, Heravor, Orevi, Hiatsum. On retrouve le mot Hiatsum. On peut traduire admiration des jours lointains. Alors, je vous signale que dans cette deuxième strophe, nous avons l'idée de l'éloignement. Heravor, Orevi, Hiatsum. Et là-haut, on a le mot Herum, Yergir. Le poète emploie l'éloignement et pour des choses dans l'espace et pour des choses dans le temps. C'est-à-dire, tout cela relève de l'illusion et du passé. Quelqu'un dit, enténèbre-toi, en archant rêverie, trompeuse, admiration des jours passés. En fait, on a l'impression qu'il dit, eh bien, on a assez de l'admiration des jours lointains. Alors, vous voyez que dans les strophes qui se suivent, il y a une relation d'opposition entre les deux strophes. Maintenant, reprise du refrain. Petite fille, carrousel, escoliette, Ibarou, j'ai entendu cette chanson. Hein. L'idée qu'on peut trouver également en français, n'est-ce pas? On a entendu cette chanson assez quand c'est la répétition d'un même qui revient sans changement. Galmiyek Heravor Ashraru, reprise de l'avant-dernière strophe. Il y avait une chanson dans le monde lointain, Heravor Ashrarum. Ashrarum étant en locatif, hein, pour l'Orient oriental. Je suppose que cela ne vous pose pas de problème, l'oriental. Avec le locatif c'est facile. Et quelqu'un, d'ailleurs, emploie un langage, un arménien extrêmement classique, on peut dire. Tu es en train de répéter cette chanson lointaine. Alors, regardez, Heravor. Heravor est un adjectif postposé éloigné du
substantif yet. Tu ein, normalement, tu ein herabor yetnes gergnum. C'est ça, normalement, l'ordre des mots. Le poète inverse, évidemment, mais c'est une possibilité courante qu'on emploie très souvent en arménien de postposer l'adjectif. Yes, si vous-même, alors la chanson qu'on entend dans l'état amoureux. Yes, si vous-même, tu ins chassirum. Moi, j'aime. Toi, tu ne m'aimes pas. Tu ins chassirum. Yet hinen kochoskerapolor. Et toutes tes paroles sont vieilles, anciennes. Déjà dit, déjà énoncé. Il y avait une valse. Alors, attention, il y a ce point, ce geste qui doit être déplacé sur A. C'est mal mis. C'est pas une faute, c'est mal mis. En fait, on ne peut pas accentuer une consonne. Il y avait une valse. Et cette valse, Antats Jamanak. Alors, cette valse qui pourrait s'appeler le temps sans retour. Le temps irrémédiable et sans retour. Ce pourrait être le nom de la valse. Et vous avez retrouvé, évidemment, le rythme d'une valse. Il y avait une référence à une forme musicale, à une forme de la danse. Il y avait, regardez sur le plan de la construction du verbe, comment il y avait une valse, après un mot, le A accentué, le E qui chute. Évidemment, il va passer dans le membre suivant. Il y avait une valse, entend jamais. Tsarourin amayi bouragou. Tsarourin, c'est la voie arborée. On peut traduire, non pas le boulevard. Un boulevard serait beaucoup trop fort. C'est le chemin arboré. Ou l'allée arborée. Amayi bouragum, dans le bois. Bourak, c'est un Bois, pardon. Bourak veut dire bosque, en fait. Mais on peut traduire par le bois. Parce qu'en arménien, par exemple, Vincenniandal, nous disons oui. la forêt de Vincennes, mais en fait c'est le bois. Enfin, mais en arménien, on n'a pas de distinction entre bois et forêt. Mais je pense qu'ici, on peut traduire Bourak par le bois. Sur le chemin arboré du bois désert, au sens de vacant, où il n'y a personne, Yev Kisher, et nuit, et Vrampour, et Bélzé, et Yev Lusniak, la lune, Dargali, Tsantrali, Batmoution, histoire ennuyeuse. Dargali, entre Dargali et Tsantrali, Dardouk, c'est on peut dire emmerdement. Quelque chose qui vous fatigue. En fait, le poète ironise. Et donc, il y a cette valse, il y a cette voix arborée où en couple, on peut imaginer la nuit, s'embrasse au clair de lune. Voilà. C'est les lieux communs de la poésie amoureuse, et le poète s'en moque, puisqu'il dit quelle histoire fatigante et ennuyeuse. Dargali, on peut traduire parfois par fatigante. Est-ce que, pardon de vous couper la parole, dans Dard, il y a le der de... Non. Dardo. Non. Non. Ne fonctionnez pas par analogie sonore. C'est Dardo. D'ailleurs, Dardo, c'est
l'adjectif, c'est un substantif. C'est un substantif. Darduge, alors par exemple, quand je dis ein Darduge bi, kilke jestem kezi, ou zek jest gwalasranem, je dis non, ne prenez pas cette peine. Alors je dis ein Darduge bi arne. Parce que un Darduge veut dire la peine, l'ennui. L'ennui. La gêne. Oui. La gêne, oui. Donc, dans Galit Sansali, on peut traduire histoire ennuyeuse et fatigante. Peut-être carrousel, escoliette, barreau, ça a l'impression que la voix, la répétition rajoute sur ce côté du déjà vu. Barumen. Il danse. Alors, ce il à l'arménien, regardez comment c'est une forme impersonnelle qui renvoie à des gens. Les gens dansent dans ce banquet fou. Relakar, c'est le fou. En folie, on peut dire. Les gens dansent dans ce banquet en folie. C'est le monde, évidemment. Ah, le banquier, Oui, le banquet. Le banquet, la fête, si vous voulez. On peut dire, ils dansent pendant cette fête, dans cette fête, en folie. On vous aide en kartnik imana. Alors, difficile à traduire. Qui veut savoir, Qu'il essaie, qu'il sache le secret. Que celui qui cherche le secret, qu'il y parvienne. Enfin, c'est une expression comme cela. On vous est. Alors, normalement, vous êtes doit porter une avatar, comme vous êtes, mais il n'a pas mis. En arménien oriental, ils n'ont pas l'habitude. On vous est orkarnik imana. Il y a quand même apparemment un secret quelque part. Il y a un secret. Vochvechka, vocheskis pasierkum. Dans cette chanson, il n'y a ni fin ni début. Yerekies, Aisortu Warna. Hier, c'était moi. Aisor, aujourd'hui, c'est toi. Warna. Et vous remarquez, là, les trois personnes, les trois pronoms. Moi, yes, toi, to, na. il est. Yes, to, na. Associé aux trois instances du temps. Les trois instances du temps, le passé, le présent et l'avenir. Alors, la chanson continue. Alors, vous avez compris que la chanson est associée au temps. Il y a trois temps. Et cette chanson, en même temps, est associée elle-même au mouvement de la danse. On a l'impression que les gens dansent et que cette danse, c'est une valse. Il y a ces trois choses. Il y a les trois pronoms personnels, les trois instances du temps. Évidemment, vous avez également le vers à trois temps. Croyez-vous que ce soit par hasard? Le vrai travail du poète, c'est justement de trouver une forme poétique rigoureuse pour l'expression d'une idée, je dirais, assez vague. C'est pourquoi, pour nous, Caroussen est un symbole, mais il est le symbole
de quoi? Le symbole de l'existence de l'homme. L'existence de l'homme articulée sur les trois temps et sur les trois pronoms, c'est-à-dire sur les trois voix. Évidemment, pour faire cela, le poète trouve la forme qui lui convient en donnant à tout cela la forme d'une chanson, n'est-ce pas? C'est une chanson, on va chanter, mais évidemment cette chanson n'a rien d'une chanson gaie. La gaieté est une apparence. Pardon. Et la valse à trois temps. Les trois, oui, mais Et la valse je vous ai dit tout à l'heure, il associait la chanson, la danse à trois temps, la valse. Non. Donc il y a, dans une certaine manière, l'association de plusieurs éléments parfaitement adéquats et adaptés les uns aux autres, qui fait que ce poème apparaît comme à la fois très facile et en même temps chargé de signification. C'est la raison pour laquelle on peut bien parler de ce carrousel comme un symbole. Mais évidemment, vous savez bien que dans la poésie populaire ainsi que dans la, je dirais, dans les conceptions populaires, le monde comme quelque chose qui tourne, non pas dans la vision scientifique, quand ils disent Ashrar, le monde est en ça tourne. Aujourd'hui on est en haut, demain on est en bas. C'est l'image, non pas d'un cercle, mais c'est une espèce d'énorme machine dans laquelle on est embarqué, la machine tourne, on est tenté en haut, tenté en bas. Et cette conception du monde est une conception répandue. Voilà, l'impression que notre poète prend cette idée plus ou moins courante, et puis il lui donne une forme, c'est-à-dire quelque chose de visuel. Alors le point de départ, c'est n'importe quel carrousel qu'on trouve dans les grandes villes. Vous avez compris que ce carrousel était bien écrit un poème dans une villa. Carrousel n'existe pas dans un village. À l'époque, il n'y avait pas de carrousel dans un village, c'est-à-dire dans les lieux d'amusement. Alors, vous remarquez que tout le texte est articulé sur deux thèmes qui s'enchaînent. L'amour, il y a une vision qui apparaît comme nouveauté, puisque tout amour, c'est un moment où les êtres se révèlent et se rencontrent. Et en même temps, au bout d'un temps plus ou moins long, plus ou moins court, suivant le point de vue qu'on adopte, apparaît des dissensions, des conflits, apparaissent des conflits. Évidemment, apparaît également, associée à cela, la notion de la fin, verge, le commencement. Il y a donc les deux, l'amour apparaît comme un état passager, associé, évidemment, comme il y a fin et commencement, à l'idée de la mort. L'idée de la mort, chez Serian, c'est une idée qui imprègne sa poésie d'une manière très fondamentale. Et évidemment, les deux idées, l'amour et la mort, sont associées au temps. Au temps, vous savez bien que le temps ça est très souvent représenté comme quelque chose qui dévore ses enfants. Nous naissons dans le temps,
Et c'est le temps qui apparaît comme élément meurtrier. Le temps nous tue. Enfin, c'est d'après une certaine idée que les gens, assez répandue dans la culture, notamment dans la mythologie. Voilà ce qu'on pourra dire concernant ce poème. Carrousel, un des rares poèmes à caractère symbolique. Est-ce que vous avez des remarques à faire? Sans que ce soit une remarque, je crois avoir entendu cette chanson à la radio arménienne. Oui, Carrousel, carrousel. Et là, c'est là, c'est là. Je sais que vous n'aimez pas les poèmes chantés. Et là, avec des mélismes et des larmoiements dans la voix. Mais ça permet à un public plus grand de prendre connaissance aussi. Eh bien, elle existe cette chanson. Tu peux demander à Radio A et puis Ah oui. je ne sais pas s'il donnera une copie. Sur YouTube. Oui, oui. Moi, j'ai une autre remarque. Je trouve qu'en moins emphatique, ça ressemble un peu à Grégoire de Narec. Je trouve. Parce que peut-être c'est la musicalité. Oh, c'est pas la même musicalité. Non. Non. Oh, bah, Pourquoi c'est pas la même musicalité? Vous voyez comment je procède? Je dis, je ne crois pas que ce soit Grégoire de Narec. Il faut que je démontre. Puisque je nie, ou plutôt je mets en doute, nous avons vu que ce poème est fondé sur des arabesques. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rythme de valse. Je dis qu'on trouve cela dans la poésie aussi ancienne, notamment chez Narcisse Chorali, qui a un poème consacré à Sainte Ripsimé, et il emploie Ripsimé, Shaker, je ne sais pas quoi. Il y a trois termes qui sont associés sur le plan sonore. Je n'ai pas en tête ce poème, mais c'est un maître qui était connu, si vous voulez, mais il était peu employé. Mais dans la poésie ancienne, alors, avant Narcisse Chorali, les vers sont des vers libres. La poésie ancienne ne connaît pas ce qu'on appelle l'isosyllabie. L'isosyllabie, c'est quand la longueur des vers sont égales. Alors, mais en arménien, comme je vous ai dit, il ne suffit pas que le vers ait le même nombre de vers, de syllabes. Il faut en plus que les membres soient identiques, c'est-à-dire de longueur égale. C'est-à-dire que quand je dis un vers de 15 pieds, comme on a vu la dernière fois chez Tedian Sarnouka et Lero, Anneshmar, Borbes, Kankouch, Moutite, ça fait 15 avec 5, 5, 5. D'accord? Mais on voit faire 4, 4, 4, 3. Donc, c'est pas le 15, c'est pas assez. Alors, mais dans la poésie moderne, les vers, la plupart du temps, sont isosyllabiques. En poésie arménienne orientale, l'isosyllabie est beaucoup plus courante que le vers libre. Le vers libre est beaucoup plus répandu dans la littérature arméno-occidentale. Mais chez Grégoire de Narec, si on prend les premières lignes du livre de Lamentation, Sain, Harachana, Sedutian, Serti, Vorpot, Araragi, Kez, Verenzayem. Quand on prend ça, d'abord on a l'impression d'entendre de la prose. C'est en fait une prose rythmée. Alors, alors je vais faire, souvent comme le Tsaïn vient en premier, il y a un long. Je l'ai expliqué la dernière fois qu'il le premier mot, la première syllabe, on a tendance à rallonger. Tsaïn harachanats, hedzutian sardi, vorpot araragi, kez veranzayem, tesor karnia. Dans cette longue phrase, du début du Madian Borpekutian, on a une phrase formée de membres.
majoritairement de 5 syllabes. Mais il y a quand même 6 syllabes. Ça veut dire que le poète emploie des membres très différents, de longueurs très différentes, et comme on a vu qu'il y a un membre de 6 syllabes, qui est le membre le plus long, alors on peut dire que il combine plusieurs membres pour obtenir un rythme. Car notre oreille, à la fin, a tendance à ne plus compter les syllabes. Il se laisse aller au rythme. Sein, Harachanla, Seduction, Sedi, Vorpot, Kez, Verenzayem, Tesorot, Kartniat. À ce moment-là, on a l'impression que les membres sont de longueur presque égale. Mais est-ce que c'est la même chose qu'on trouve chez Terian? Chez Terian, les vers ont une longueur déterminée. Alors que chez les Grégoire de Narek, les phrases sont plus ou moins longues. Même dans les cas où il emploie des formes répétitives. Il emploie souvent des formes répétitives. Même dans ces cas-là, les parties des vers ne sont pas de longueur égale. C'est pourquoi la comparaison entre la versification ancienne et la versification moderne n'est pas pertinente. Mais simplement, il faut savoir que le poète qui a complètement fait basculer l'ancienne versification, c'est Nefesh Shorali, qui lui a systématiquement employé des vers isosyllabiques, notamment l'orthosyllabe. Il y en a plusieurs, notamment par exemple Nayat Sirov Hayrat Ketats, Nayat Sirov Hayrat Ketats, Ikos Terzial, etc. J'ai oublié. En fait, dans des formes assez longues, dans des poèmes longs, il emploie l'orthosyllabe régulièrement avec une coupe 4 plus 4. Donc avant Nefesh Shorali, le vers régulier, appelons le vers régulier, était plutôt rare. Pardon, Était plutôt rare. Le vers régulier. Le vers régulier. Mais on trouve chez Grégoire de Narek, il faut que je vous dise, que je vous apporte tous les détails, si ça vous intéresse, on trouve chez Grégoire de Narek des tentatives pour régulariser le vers. Mais alors comment peut-il régulariser le vers? D'abord, il trouve une rime. Vous savez, la rime est la première innovation qui permet d'isoler dans la phrase un vers. Quand vous avez dans une phrase deux parties qui sont liées avec le même son, eh bien, automatiquement apparaît la rime. Alors, la longueur des vers, quasiment identique, avec une rime, eh ben, ça fait déjà des vers différents. Si Sain, Hara, Chanaz, Hedzutian, Serdi, Vorpot, Araragi, vous avez deux I, Serdi et Araragi. Il aurait pu faire deux vers dans la même phrase. Il ne l'a pas fait. En général, il ne l'a pas fait. Il va essayer dans les chapitres 25 ou 26 du Mathiam de trouver justement une forme de vers, mais il ne parvient pas à créer l'isosyllabie. Il met des rimes, mais les verbes sont de longueur différente. Ça va du 13 syllabes au 17. Ah bah, ça fait quand même très long. Voilà, oui. Je voudrais savoir pourquoi, parce que Nefesh Shorali, Grégoire de Narek, c'était des religieux. Alors pourquoi ils écrivent avec... pourquoi ce serait pas des... Ils ont écrit en prose, des phrases en prose, ou pas? Pourquoi ils ont ce désir de faire des vers, ou de faire de la poésie? Bon,
est Et une puis, autre est-ce question. que les autres religieux, c'est comme ça à l'époque dans d'autres pays? Bon, c'est une question que j'ai abordée il y a longtemps à Lyon, la question de la poésie pour la théologie. Ah, d'accord. Les relations entre la théologie et la poésie, c'est-à-dire les arts de la parole, ce sont des relations conflictuelles. Et au départ, même au début du christianisme, beaucoup de théologiens refusaient l'emploi de la poésie pour des sujets religieux. Car la poésie a quelque chose qui relève de la magie et de l'ensorcellement. Et très souvent, la poésie était associée à la mythologie ancienne, c'est-à-dire à la culture classique grecque ou romaine. C'est pourquoi les premiers chrétiens avaient tendance à se refuser la poésie. Mais petit à petit, mais comme il était impossible de l'écarter totalement, et en plus, dans la Bible, il y a des livres poétiques. Il y a des livres poétiques, c'est clair. Certains ouvrages peuvent être très facilement associés à des livres de poésie, notamment le Cantique des Cantiques. Et même parfois les psaumes. Certains psaumes sont des poèmes. Il y a bien d'autres. Ce qui veut dire que la Bible comprend des ouvrages à caractère poétique. Même, il y a, comme on appelle, un vers typique de la Bible qui est un vers poétique, avec un balancement en deux. C'est très souvent, et parfois, le deuxième vers reprend la formule du premier vers. Et Grégoire de Narek a beaucoup appris dans la Bible, il faut bien le dire, puisque c'était quand même sa culture. Et évidemment, il a appris ça dans la version arménienne de la Bible, et non pas, naturellement, pas en grec ni en hébreu, qu'il ne lisait pas. Alors, il y avait les modèles bibliques. Et les poètes, forcément, pouvaient se rapprocher de cela. Il y a beaucoup de poètes syriaques, de culture syriaque, qui ont écrit, notamment Saint Éphrem. Saint Éphrem qui a écrit des poèmes que les Arméniens connaissaient. Étant donné qu'il y a des traductions arméniennes des poèmes d'Éphrem. Mais évidemment, ce qu'il y a d'important, je vous ai dit, jamais ils n'apparaissent sous la rubrique de Kertaroutin. Ah oui. Jamais. Ils apparaissent sous d'autres rubriques. Mais on ne les appelle pas des dards, notamment. Ils sont associés à l'idée d'histoire. Bakmoutioun. Mais Bakmoutioun est une notion assez large chez les Arméniens. Et donc, petit à petit, la poésie s'impose, mais d'une manière détournée. C'est-à-dire, elle revient par la petite porte. Et les poètes, alors, on pense qu'en Arménie, il y avait quand même de la poésie profane. La poésie profane qu'on chantait, qu'on disait, notamment dans les banquets. Dans la mesure où, par exemple, c'est Faustus de Byzance qui raconte une fête au palais avant l'entrée du roi pape. Dans la salle, c'est le moment où il va être bientôt assassiné. Son arrivée précédée par la troupe des coussins, qui viennent chacun avec leur instrument de musique. Ça veut dire que les coussins ont une fonction dans le palais, c'est d'assurer la partie, comme on dit en anglais, entertainment. Ça veut dire d'apporter de la musique, la poésie, c'est-à-dire la poésie à ce moment-là, c'est surtout les récits épiques concernant la vie des rois notamment, et la vie des princes. Ce qu'on trouve à peu près chez
Faustus de Byzance. Aristos plus un, c'est à peu près cela. Évidemment, cette tradition concernait la littérature profane. Et nous n'avons pratiquement rien de cela, sauf Faustus de Byzance. Mais la poésie religieuse a toujours voulu ignorer l'existence de la poésie profane. On ne peut pas imaginer notamment qu'il n'y ait pas eu de poésie d'amour. On ne peut vraiment pas imaginer. On a des traces, mais on n'a pas les textes. C'est, je crois, à partir du Xe, surtout au XIe siècle, que les poètes se mettent à l'emploi des vers pour écrire, notamment pour aborder des sujets religieux. Alors, le plus grand étant Grégoire de Narek. Il y en a d'autres, mais il est le plus connu. Chez Grégoire de Narek, on trouve justement toutes sortes de vers. Les vers libres, enfin ce qu'on appelle des vers libres. On a parfois des vers pas des vers qui s'approchent du régulier. Il y a aussi ce qu'on appelle des dars. Dars, ça veut dire des chants, des poèmes, des odes, des odes, dans lesquelles on a là des vers isosyllabiques réguliers. Évidemment, moi je me demande toujours, est-ce que ce sont des poèmes de Grégoire de Narek? C'est la tradition qui attribue à Grégoire de Narek ce genre de chant, pour quelques scrupules à affirmer d'une manière absolue. Mais bon, on l'attribue. Ça veut dire que du temps de Grégoire de Narek, c'est-à-dire du temps des royaumes, dans le royaume de Afshuni, la poésie existait. Et la preuve qu'elle existait, c'est que le roi Afshuni demande à Grégoire de Narek, en l'an 977, d'écrire un commentaire du Cantique des Cantiques. Le livre des Cantiques était, par définition, est un poème d'amour. Est un poème d'amour, évidemment, spirituel. Et petit à petit, alors, comme il y avait des commentaires, on lui donne un commentaire. Lui, d'abord, il refuse de faire un commentaire. Après, le roi réitère sa demande, alors il se met à l'ouvrage, il écrit ce commentaire qui nous est parvenu. C'est intéressant de voir comment, face à un ouvrage poétique, Grégoire de Narek se démène pour donner aux images du Cantique des Cantiques une portée spirituelle. Mais il est évident que sa carrière commence avec un commentaire biblique d'un poème. Mais lui-même, il ne va pas aller dans ce sens-là, si vous voulez. Donc, alors, pourquoi écrit-on des poèmes? Pourquoi aborde-t-on les vérités religieuses par le biais des poèmes? Ce n'est pas vraiment notre sujet, bien sûr. Mais on peut dire rapidement, on peut très rapidement dire, c'est que, évidemment, la poésie est un moyen, il faut bien comprendre, c'est un moyen. Grégoire de Narek emploie parfois l'idée, c'est une sorte de vase. Donc là, c'est l'idée du symbole qui apparaît, et chez Grégoire de Narek, il y a l'idée du symbole sous un terme peu connu, qui est arabe. Arabe veut dire aujourd'hui fable. Mais l'idée de fable implique l'idée d'un sens second, n'est-ce pas? Et arabe, et la forme verbale c'est aragel, veut dire je vais parler dans son discours dont le sens ne se trouve pas dans les images sensibles. Et donc, il se met à aragel. Pourquoi? Parce que les images sensibles sont plus faciles à percevoir par le lecteur ou par l'auditeur que si on se mettait à parler théologie dans le langage abstrait. Autrement dit, on va donner aux enfants de belles images et justement dans le vase, on va mettre les choses amères,
c'était difficile d'accès, eh bien, ils seront attirés par la beauté du vase et ils finiront par boire le liquide amer. C'est ça l'idée, l'amertume. Parce que les vérités de la religion sont difficiles à accepter par le commun des mortels. Vous voyez un peu l'image, l'allégorie, justement, est justifiée ainsi. L'allégorie permet au lecteur de voir défiler devant lui des images agréables et en même temps d'être attiré par le sens qui dépasse. Nous retrouvons la notion d'allégorie. Chez Grégoire de Marek, c'est pas Aila Panuntium. Aujourd'hui, allégorie, on l'emploie est entendu sous le terme de Aila Panuntium. Allégorie. Alors que jadis, c'était plutôt le mot arak. Comme par exemple, dans l'évangile, Jésus parle et emploie un langage des proverbes. Les proverbes de Jésus, c'était une manière imagée, les petites anecdotes notamment, étaient une manière imagée d'exprimer des vérités morales et religieuses. C'est pas des proverbes, c'est des paraboles. Paraboles, oui, paraboles. Heureusement que vous ne dormez pas. Donc, les paraboles. Donc, arak, littéralement, dans l'évangile, dans les traductions de l'évangile, vous avez arak, parfois on traduit par parabole. Parfois parabole. Mais on ne traduit jamais par allégorie. Allégorie est un terme. Pardon? Nos parents disaient Aragme Senkezi. Aragme, mais c'est fable. Voilà, c'est beau proverbe. Aragme, la Fontaine. Dans les évangiles, c'est des paraboles. La Fontaine Arachner. Ah oui. La Fontaine Arachner. Mais, Abedarani, Arachner parabole. Ne parle. Donc, mais jamais Aila Panuntium. Parce que Aila Panuntium était un terme technique qu'on employait qu'employaient les auteurs hellénophiles formés à l'école grecque. Donc, et Aila Panel, c'est dire autre chose. Il y a Allos et les gays. Donc, Aila Panuntium. Le terme Aila Panuntium, c'est calqué sur le grec. Bon, est-ce que je vous ai répondu? Oui, merci beaucoup, c'est très clair. Et alors le poème Le Chariot dont vous nous avez parlé tout à l'heure, il n'est pas dans le Vorpet, le Madian? Non, il est dans... Non, il y a, chez Grégoire de Marek, il y a les dates. Il y a les trois textes qu'on appelle les trois discours, qu'on appelle panégyriques. Et puis il y a Madian Vorpet Kutian. Il y a deux grandes œuvres et puis une troisième, c'est les dates, qui constituent un cycle religieux. Et à part ça, il y a le commentaire du Cantique des Cantiques. À part ça, on vient d'ajouter plein de textes. Moi, personnellement, je trouve qu'on en fait un peu trop. C'est-à-dire, on attribue à Clicor, au même Clicor, enfin, comme il y a le même nom, on dit, c'est Clicor Navigation. Récemment, dans la série Madenaki Kayot, c'est la série des grands auteurs qu'on a réunis dans un volume, dont il y a maintenant une quinzaine de volumes, qui est publié au Madenataran, à l'initiative du Madenataran, de la Fondation Gulbenkian et une autre institution, étant donné que c'est une série qui coûte extrêmement cher. Chaque volume, c'est plus de 1000 pages. Alors, ça avance par siècle. Le 5e siècle, il y a plusieurs volumes, et les historiens notamment.
mais en même temps des textes théologiques. Et petit à petit, évidemment, plus on avance dans le temps, plus il y a des œuvres, ce qui fait que parfois pour chaque siècle, on a plusieurs volumes. Et pour le XIe siècle, Grégoire de Narek, on a déjà un gros volume, Grégoire de Narek, auquel on a ajouté un deuxième volume, ce qu'on appelle l'école de Narek. Ce qui fait que déjà, au cours de l'édition de cet ouvrage, alors le directeur du Mathénatalam, c'était Raccia Tambrazian. Il est décédé il n'y a pas longtemps. Il était un spécialiste de Grégoire de Narek. Lui, il a beaucoup travaillé sur l'école de Narek et il a ajouté plein de textes attribués à Grégoire de Narek. Moi, je pense qu'il faudrait avoir 2 fois une vie de plus de je sais pas combien d'années pour pouvoir écrire tant de choses. Il ne faut quand même pas exagérer. Où est-ce qu'on les trouve, ces nouveaux textes? Dans les manuscrits anciens, il y a des textes des niches, si vous voulez, par-ci, par-là. Et donc, c'est vrai que au Mathénatalam, il y a beaucoup de manuscrits qui sont encore inexplorés. Ce qui fait qu'avec, je ne sais pas, 15 000 manuscrits et avec une poignée de chercheurs, on ne peut pas épuiser tout ce fond. Mais néanmoins, ce qui a été publié sous le nom de Grégoire de Narek me semble un peu tiré par les cheveux. Bon, alors venons-en à notre mouton, si je puis dire, à Thérèse. Alors maintenant, si je crois que je vais être obligé de faire l'impasse pour qu'on ne reste pas trop longtemps sur... J'aurais voulu apporter le poème qu'on dit patriotique et où il y a un retournement de la situation, c'est-à-dire qu'il essaye de dépasser le symbolisme. Il essaie de dépasser le symbolisme avec bon, je crois que j'ai assez d'exemplaires pour... Alors, on va prendre un texte de la deuxième carrière de Thévian, quand il fait justement cette espèce de retour après les années 1912. Après 1914, apparaît chez lui une thématique différente, ou plutôt nouvelle, où il effectue une sorte de retournement sur soi et il essaie de dépasser ce qui apparaissait comme symboliste. Alors, dans le cycle de poèmes qu'il avait commencé mais qu'il n'a jamais terminé, qui s'appelle évidemment Yergir Naïli. Yergir Naïli, je crois que vous avez déjà évoqué l'idée de Yergir Naïli étant le nom
de l'Arménie mythique. Et c'est autour de ce mythe, on peut même dire, pas mythe, c'est une sorte de mythème, c'est un petit mythe qui va essayer de constituer un ouvrage qui ne pourra jamais terminer, en fait, et dont le point d'aboutissement sera l'évocation du pays sous le titre général de Ararat Naili. Alors, maintenant, ce retournement est annoncé par un poème où il utilise le mythe de retour d'Ulysse. Alors, je crois que je ne sais pas combien d'exemplaires j'en ai. C'est 2 pages, hein, sans donner que... Non, c'est pas les mêmes. Perata. Yerbu Etche. J'ai 2 pages, Désolé. j'ai 2 pages. Yerbu Etche. Perata. Je croyais avoir assez pour tout le monde. Je ne sais pas si c'est qui est venu avec... Est-ce que tout le monde en a? Non? Ah, il n'y a pas de pièce qui tout le monde. Que la machine de photocopie joue des tours. Combien? Vous avez Pour 2 personnes. Yerbu Hoki Hamad Lagasse. Parce que ma carte negative, c'est carte negative. Où est-ce que c'est Veratarz? Je pense. Veratarz. 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 Ça, c'est l'un des poèmes du cycle Yergir Naili. Alors, c'est un poème en 5 strophes. Et là, alors, il est important de noter que pendant la période symboliste, ou disons antérieure à 1914, Terian s'abstient d'utiliser des mythes. Les mythes classiques ou même des mythes arméniens anciens. C'est un trait assez caractéristique, notamment pour Terian, dans la mesure où il s'écarte des symbolistes européens. Chez les symbolistes européens, on trouve des mythes, notamment des mythes comme Narcisse et Écho, ou d'autres mythes qu'on trouve chez Ovide, dans les Métamorphoses d'Ovide. Alors que Terian, apparemment, il écarte ces mythes. Il faudrait expliquer la raison pour laquelle il n'aime pas tellement ce discours antérieur au poème, je dirais. Terian n'aime pas un discours antérieur au poème que constitue un mythe. Mais à partir de 1914, au moment où il met en place justement l'ouvrage, effectivement, il fait, comme on dit, un retour sur soi et un retour au pays. Alors pour ce retour, bon, il y a des martiques nobaner unim, c'est qu'un qui reste nobaner. Bon, Veratarz. Ich weiß? Nie, bo rzadko silega. Ես ռադիոն կարդում եմ ուտարավ։ Վերադարձ։ Որպես լայրթի որդին, որպես ուլիս մի թողած և բող և տուն, անցած ծովեր ու ցամաքներ ես, ամենտեղ օտար և անխնդում։
Ու հոգնած քայլով ահակրկին վերադառնում եմ հայրենի հող, դեպի քարերը տազնիվուհին եւ խրճիթները ահով մի հող։ Et là, regarde, comme d'habitude, regarde. Կա շարավի։ Hachot. Hachot et Chodel. Pink, pas comment on dit ça, strophe. Strophe, je sais pas ce que c'est, à Yeren. Vang. Հանգ, Vang. On voit que c'est similaire. ինքտում, Strophe, à Yeren, je sais pas ce que c'est. Karyak. կարյակ, Karyak. Ah bon? Karyak veut dire chose. Kar. Il y a quoi de karka? Meka de kare. Reov. Avec un... Musica kar. Il y a pas de c'est karochan. Oui, chose. Car. Musa. Karachan. Bon. Caria. Ուրեմն, դե չկա։ Կարճ։ Նվագով անուշ քանի սիրեն կանչում էին ինձ եւ կախարդում, բայց սիրտս մաքուր, որպես ծորեն, պահեց անունը դպշտում արթուն։ Սուրբ հեռուներում անլավելի կրկեսների մեջ սրտով մոլոր, երազում էի քո սիրելի եւ մեղ երկերը, որպես օրոր։ Ու կարոտակես ահակրկին վերադառնումը, որպես արհավետ, ունկնդիր լինեմ քո հին երկին եւ լամանուշ քո երկի հետ։ Ուրեմն, վերապաց։ Այդ տեքստը շատ հստակերով առաջին դողեն գետա Ուրիսի, այսինքն Իլիադա Բոտիսեպսի, Բոտիսեպս c'est Odyssée. Laerti. Laërti, c'est le père d'Ulysse. Ah, Tel le fils de Laërte. Métaphore pour dire Ulysse. Vorbes ulisma. Exact. Attendez ça. Vorbes ulismi. Torats yebhor yebdun. Normalement, à terre, yebemura peut-être que cherche là. Parce que c'est et. Ayant abandonné ou quitté plutôt terre et foyer, en Tzadover ou Tzamakneries, je traversais des mers et des continents, Tzamakner, en Mender Odar Yeb Anchantum, en Mender partout étranger et sans joie. En Khantoum. Alors, faites attention un peu à ce rythme bizarre. Car, on va pardon, c'est un... c'est des rimes. C'est un vers de 9 syllabes, mais pas suivant le mode ternaire qu'on a vu. C'est vorbes, laerti, vortin, vorbes. 5-4. Ulysse, 5 et 4. Regardez. Ah oui, oui. Vorbes, laerti, vortin, vorbes. Ensuite, Ulysse, mitorat, 5, yebhor, yebdun. Avec là aussi 5. Anta, Tzover ou Tzamakner, yes. Amender, Odar, Yed Anchantum. Rythme assez étrange, il faut le dire, inhabituel en arménien. Inhabituel, mais on revient à la formule verlénien. C'est un vers impair, comme il disait. Comme il disait, vers impair, ici, très déstabilisant. Et ce n'est pas du tout le vers de 9 syllabes qu'on a vu, qui était rythme de valse. Et vous voyez comment la même longueur de 9 syllabes en arménien peut fournir des modèles de vers différents. Avec évidemment, ça renvoie au contenu du poème. Le poète n'a pas choisi le texte, la forme par hasard, il a choisi ce maître avec un but déterminé. Car ce retour
a quelque chose de déstabilisant. Le poème est régulier, mais en même temps, à chaque vers, on a l'impression d'être dans l'inconfort. Ça ne crée pas une musique, une sorte de ronron. Hein. Alors que Carousel inventait un ronron, et même la répétition était quelque chose qui était voulu. Ici, au contraire, les vers créent des obstacles. Comme en chemin, on rencontre des obstacles. Uroknat Skylov, d'un pas fatigué, Aha Gergin, voici, Gergin, à nouveau, mais à nouveau c'est Noren. Ah oui. Gergin introduit la répétition. Gergnel. Gergnel. Ah. Et c'est pourquoi, faites attention, Noren et Gergin nunache. Gergin est un adjectif, alors que Noren c'est un adverbe. Uroknat Skylov, d'un pas fatigué, voilà, traduisons de nouveau, je retourne à la terre paternelle. Traduisons littéralement. Tebi kareret, alors, deuxième personne. Le poème devient un discours à la deuxième personne. Kareret, c'est Yerkim Nairi. Il adresse la parole à la figure mythique. Vers tes pierres, Azni, noble et ancienne, Yev Kharjit Neret, Ahov Nirhor, et tes masures, endormies de terreur. Ahov Nirhor. Vous remarquez comment les mots s'associent. Ahov Nirhor. Le et là-haut, le verbe vous aviez Haïrenihor, qui rime avec Ahov Nirhor, qui est une rime assez riche, portant sur trois syllabes, trois sons. Nevakov Anush Kani Siren Kamshumein Insiev Kachartum, Atsirtas Makur Vorbes Soren Bahetz Amunot Vashtum Artum. Alors, il y a Kidek. Vous savez, les fameuses sirènes. Pendant le périple de retour, Lys rencontre les sirènes. Et il est prévenu par la déesse de se boucher les oreilles pour ne pas être victime de ces êtres dont le chant attire et qui est mortel. Un chant mortel. Donc, le choix de sirène, deuxième élément du mythe d'Ulysse. Évidemment, cet élément renvoie à la chanson, à la parole poétique, qui a introduit un danger. Alors, Nebakov Anouch, alors, Kani sirène, combien de sirènes avec une musique tendre m'appelait et Kachartum et m'ensorcelait. Kachartel. Deuxième, alors Gachat, c'est le l'ensorceleur. L'ensorceleur. Patsirdas Makur, mon cœur pur, Vorbest Soren, tel du blé. Bahet Anunat Vashtum Artum. Mais mon cœur a gardé, éveillé ton nom dans la chagrin. Vish, chagrin. Vish, c'est pas souffrance, c'est quelque chose de plus intériorisé. Donc c'est là le chagrin. Souffrance serait beaucoup trop. Pour Megomera, il n'y a pas une expression pour dire quand on... Vishtov. Vishtov. C'est pas souffrance, donc avec tristesse on traduit souvent. Tristesse.
Mais en fait, tristesse, c'est Dachutu. Alors, Darabang, c'est souffrance, Tsar, c'est douleur, et bien Visht, c'est chagrin. Donc, distribuons les mots comme ça. Alors, Pexildos Makur Vorbes Soren Bahet Anunat. Alors, attention, ce Vorbes Soren Kuanunat Bahet, in Sildos Makur Kuanunat Bahet Vorbes Siren. C'est ton Kuanunat de Soren. Vochte in Sildos et Soren. Attention, ce Vorbes renvoie à Anunat. Tel du blé, mon cœur a conservé, à garder dans la souffrance, éveillé ton nom. Alors là aussi, l'adjectif est postposé. Artun va, Anunat Artun Bahel, ça veut dire conserver un nom éveillé. Heilenikne Anuna. Ich weiß. Heilenikne Anuna, te vince ad Anuna vorbe. Anunat, c'est gros. Oui. Dans la poésie, Anunat, c'est une chose très importante. Oui. Dans la poésie, Anun, il y a même Anunat, c'est pas dit. C'est Naïri. Voilà. Peut-être. C'est pas Anunat, Pénélope. Non, Pénélope, non. Anunat, maintenant. Naïri, mais c'est pas dit. Donc, Mengira un tuning, Aio. tenelu Parma, Mieteci. Vorciga. Ambano. toujours. Anunat, adora marcișta de Bartuin sa dăciște. Anunat, gărna aia stanăla, gărna irla, gărna Dans la poésie, le nom joue un rôle fondamental, puisque c'est à la ici, Anun, ça donne, ça désigne quelque chose sans le dire. Puisque Anunat ne dit pas naïvi. Zuterunerum, Anlereli, regardez comment il prolonge. Zuterunerum, il a rompu le maître. Hein? Ça fait 6-3 maintenant. En Zuterunerum, dans les lointains froids, dans les frimas des lointains. On peut faire comme ça, mais ça fait un peu vieillot. Anlereli, ça veut dire un qui ne se tait pas, qui ne se tait pas, Oui. qui ne... Oui. Anlereli, qui n'arrête pas de... En fait, Inchforchigen Anlerel, Qui parle. qui ne peut pas se taire. Oui. Hein? Mais on peut traduire par un adjectif inverse, c'est-à-dire sans cesse. Oui, On peut traduire sans cesse. Gergesneri match. Gergesneri match. Gerges, dans les cirques. Ah, Dans les cirques. Mais attention, Gerges peut s'employer aussi dans l'espace public. Dans les cirques, Sardov Molor d'un cœur égaré. Molor, égaré. Yerazumei, je rêvais, Ko Sireli Yevmern Yerkera, avec enjambement. Je rêvais tes chants, merme, adjectif très favori de Teria, merme, Manouche, vous voyez plusieurs termes comme ça. Je rêvais tes chants doux et aimés, Sireli. Vorbes horror comme Berceuse. berceuse, comme berceuse. Ou garogages, aha, et garodages, adjectif composé, gaz, brûlé. Par exemple, la crématoire, maintenant, c'est gizel, gizoum. Borchagez. Gizoum, c'est ici, alors, car Gizel et Ayrel, c'est pas pareil, si vous voulez. Gizel, c'est aller jusqu'à la disparition finale. ah jusqu'à à la sang. Incinéré. Incinéré. Il peut être incinéré, oui, mais incinéré. Mais évidemment, on ne va pas traduire incinéré. Borchagez, vous les vivre. Borchagez, Otiun, Borchagez. Borchagès,
Oui, ça veut dire holocauste. Oui. Brûler jusqu'à Jusqu'à la fin. jusqu'à Jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que mort s'ensuive. Mais, on en reparle alors, pas. quand on vous dit guerre, c'est ceci, mais évidemment, il faut toujours faire attention que dans leur emploi courant, ces termes-là peuvent désigner un terme voisin. Il ne pouvait pas dire Garoda, comment il peut dire Garodairatz, tu ne peux pas dire. Ges est une racine qui permet de donner la même idée, et en plus peut se mettre en deuxième position. N'est-ce pas? Dans la composition des mots, on emploie telle ou telle racine qui est beaucoup plus facile à intégrer dans un mot plutôt que l'autre. Donc, Airel et Gisèle, l'un c'est brûler, l'autre c'est incinérer ou brûler, faire disparaître. Dévorer d'eux. Être dévoré de Garod, non? Oui, alors, Garodagues, on peut dire dévorer brûler de nostalgie, ou simplement nostalgique. Et nostalgique, voilà, de nouveau, je reviens. Vor arhabet ungantir linem. Alors, arhabet, ça veut dire pour toujours. Havet renvoie à l'idée d'un temps permanent, à la permanence. Veratarnum vor, afin que je sois ungantir lidem. Ungantir là, ça veut dire Écoutez, auditeur. écouter. Pour me mettre à l'écoute de ton chant ancien, et que je verse tes larmes, Anouche Koyel Kihet, avec ta chanson tendre. Voilà un poème de retour. Évidemment, la conclusion, la dernière strophe, il me semble que le dernier vers, c'est vraiment pas fameux. Ça verse dans les larmoyants, mais vous remarquez qu'on trouve la structure du retour avec l'idée de la nostalgie. La nostalgie, c'est l'état d'âme de quelqu'un qui revient, qui veut retourner. Et c'est d'ailleurs le sentiment qui permet le retour. Alors, l'idée d'Ulysse revenant dans la patrie, et Thérian revenant dans sa patrie, sera illustrée entièrement avec cette célébration du mont Ararat comme symbole du pays arménien. Alors je crois qu'il y en a un peu pour tout le monde. Je prends un exemplaire, mais je crois qu'il y en a un peu pour tout le monde. Ararat, c'est une sorte de... Et il faudra qu'on se dépêche. On a peu de temps. Alors, Araradin, c'est le datif. C'est au mont Ararat. Il apparaît comme une sorte d'ode A. Alors. Tumbol buzet gartal. Acea buzet gartal. Elița ai nătruseni. Արարատին, երկնասալած ու թեթև, J'en արագ եմ կարում, Եվ քիչ ավելի ուշեղ բարձր, բարձր Արարատին, Կանատերյան, երկնասալած ու թեթև, նրբակապույց ծածկած մեկ, դու հրեշտա լուսաթև, նյութեղեն չես, դու երբեք, հայոց արնոտ աշխարի հոգին ես դու, անարատ,
հուրահարթող հրահրի սեկ ճակատիտ Արարատ։ Եվ ավերվող մեր սրտում եռանմար ու առատ, դու պահապան մշտարթում լուսակատար Արարատ։ Չեմ տեսել քեզ, բայց որպես անուշ ցնորք իմ հոգում պայծառ ես դու հրակես, հրապսակ ու կանգուն, արդար դրոշ հայության, սիրո սեղան հրարատ, դու իմ երկրի հարության, անխապ վկա Արարատ։ Որքան մնանք մենք նկուն, որքան խավարն իշնի խոր, ծիրանավոր մեր հոգում, դու պահապան զորավոր, որպես երաս լուսեղեն, ձյունապայծառ ու շողում, դու անխորտակ ապավեն, հրաճարակ մեր հոգում, կանգնի անկյալ ժողովուրդ, և հավատա և տոկա, կա քո վշտում վեհ խորուրդ, և խաչվածին մահ չկա։ Պարծվիր պայծառ դեպի վեր, ցոլահրով անարատ, երկրիս մոխիր ու ավեր, դու անմահ ծիրտ Արարատ։ Bon, ce genre de texte prête à des lectures très nationalistes. Il faudra se méfier, bien sûr, car il y a un point capital dans le texte. Au début de la deuxième partie, quand il dit Cem de Selkes, il n'a pas vu. C'est-à-dire que ce n'est pas un poème écrit après une visite. Il n'avait jamais vu Ararat, il était né dans le Djabark, et puis il était parti à Moscou, donc il dit je ne t'ai pas vu. Cem de Selkes, je prends à partir de la deuxième. Tel un chimère sonore, Anouche, vous retrouvez le terme Anouche, dans mon âme, Païdzares, tu es clair, splendide. Haragez, là aussi, Gez, brûlant de feu. Rouge. Il y a roule et guess. Gez. Ça fait une redondance là. Non, Non. Il y a une chose. Nous, dans notre langue arménienne, nous n'avons pas l'impression de Haragez et redondant. Parce que, attention, il y aura certainement quelque chose qui peut vous brûler, qui peut vous fasciné. Oui, mais ce n'est peut-être pas le feu. Mais évidemment, Haragez, nous ne sentons pas comme un terme redondant. Mais il y a aussi une chose, c'est que ça fait partie du langage poétique du début du 19e siècle. Aujourd'hui, on ne pourra pas employer ce terme-là. Ce langage est un peu du langage poétique à l'ancienne. On va arrêter là quand même. Je vais essayer de terminer la fois prochaine.